Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons nos débats depuis ce matin. Nous partageons l'économie avec La Tribune pour ce grand forum RSE, le temps des actes, le temps des preuves. Nous vous avons parlé de beaucoup de sujets, mais finalement, le plus petit commun dénominateur de cette question de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est ce qui fait tourner aussi le monde. Et nous avons une table ronde autour du thème de l'argent, justement, ou plus exactement de la finance. Une finance avec visage, une finance à impact, peut-être, qui pourrait avoir de l'impact sur le monde. En tout cas, on sent qu'on est à un moment de bascule vers une finance qui se préoccupe beaucoup plus de la planète, pour des raisons qui sont probablement celle, évidemment, de l'intérêt général, bien compris, mais peut-être aussi celui des intérêts particuliers de nous tous, investisseurs, parce que la finance, quand je disais qu'elle avait un visage, c'est que nous en faisons tous un tout petit peu partie, en tant qu'épargnants, en tant qu'investisseurs. Pour en parler, autour de moi, nous avons le plaisir d'avoir Fanny Picard. Bonjour Fanny. Bonjour Philippe. Qui est fondatrice d'Alter Equity. Donc je pense que ça dit de lui-même, et vous nous en parlerez, ce que fait Alter Equity. En tout cas, Alter, c'est peut-être cette autre finance à laquelle nous sommes en train de chercher. Thomas Friedberger, qui est le CEO, le patron de Tikeo IM, du groupe Tikeo Capital. Là aussi, une vision un peu Alter de la finance, mais vous nous en parlerez, Thomas, tout à l'heure. À ma droite, Thierry Déhaut, qui est le président de Finance for Tomorrow. Alors, Bruno Le Maire n'aime pas les acronymes anglo-saxons, paraît-il, il m'a dit. Donc, on va dire la finance pour demain, Thierry. La finance également que vous représentez en tant que patron du fonds Meridiam, qui est beaucoup dans l'actualité en ce moment à propos d'un sujet dont vous ne voulez pas trop parler, mais qui en tout cas incarne bien la problématique du long terme, le fameux nouveau Suez, tout le monde le sait. Et enfin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le Chief Financial Officer, c'est encore un acronyme anglo-saxon, le directeur financier d'AXA et d'AXA Bonjour. AM, et donc Bertrand Poupart-Lafarge. Merci d'être avec nous également. Alors peut-être, Fanny, je vais vous proposer de prendre la parole, peut-être la seule femme autour de cette noble assemblée, de commencer le débat sur finalement un débat qui ne doit peut-être pas avoir lieu, mais qu'il faut quand même qu'on purge tout de suite. Est-ce qu'il y a une définition de la finance d'impact ? Est-ce que la place de Paris, que représente également mon voisin de droite Thierry Déhaut, peut définir ce que c'est la finance à impact, ou est-ce que c'est finalement un peu vain et il vaut mieux se pencher plutôt sur la finalité ? Merci de cette question importante, effectivement. Chez Alter Equity, nous avons été le premier fonds en France et à ma connaissance en Europe à parler d'impact, d'investissement à impact, de finance à impact. Et pour nous, cette finance à impact, c'est une finance qui cherche à être utile à la société, c'est-à-dire aux personnes ou à la nature, à limiter ses externalités négatives, c'est-à-dire essentiellement d'ailleurs celles des entreprises ou des projets dans lesquels elle investit. Et elle peut s'intéresser à cette utilité à la fois au niveau de l'activité des entreprises dans lesquelles elle investit ou des projets soutenus, ou en allant plus loin, au niveau également des pratiques de gestion. Et là, on va retomber sur l'essentiel de ce qu'on a l'habitude d'appeler ESG ou ISR, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise s'attache au développement de ses salariés, à leur respect, au respect de la nature, etc. Donc c'est une finance utile par l'activité et peut-être aussi par ses pratiques de gestion. Alors Thierry Déhaut, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Est-ce qu'elle fait consensus ? Vous en avez une meilleure ? Ou alors on s'en fout ? Alors moi, je préfère m'attacher plus à l'action et à la finalité, à l'impact, qu'à la définition. Mais en tout cas, pour Finance for Tomorrow, qui n'est jamais que une branche de Paris Europlace et qui regroupe 80 institutions, dont des institutions publiques, le ministère de l'économie, le ministère de la transition écologique et d'autres, a pour objet d'essayer de contribuer à réorienter les flux financiers vers une économie bas carbone et inclusive. Donc on est bien sur à la fois le sujet climat et le sujet impact, inclusive dans tous les sens du terme, avec comme cadre les objectifs de développement durable et l'accord de Paris. Et donc quand on pense impact, donc c'est à la fois finance à impact. L'objet et le but, c'est vraiment d'essayer d'amener toute la finance vers une meilleure compréhension de ce que c'est que la finance à impact, pour que ça arrête d'être une niche, parce qu'aujourd'hui, on a, par exemple, quand on voit les fonds... Ça représente combien à peu
Aujourd'hui, si on prend les fonds à impact, c'est peut-être 3 milliards d'euros d'encours. C'est pas suffisant. Quand on compare, par exemple, aux 225 milliards des fonds labellisés ISR, donc il y a des progrès possibles et nous sommes très positifs. Donc l'idée, d'ailleurs, de l'initiative qui a été lancée par Finance for Tomorrow sous l'impulsion d'Olivia Grégoire, la ministre de l'économie sociale et solidaire, c'était vraiment d'amener la place à une meilleure compréhension. Et donc, alors j'évite de dire définition parce qu'il y a eu déjà beaucoup de définitions proposées, mais je pense que c'est vraiment le guide pratique de c'est quoi la finance à impact pour les acteurs, pour qu'ils passent à l'action. Parce que le sujet, c'est moins de discuter de théorie, mais qu'ils aient les moyens de passer à l'action. Donc, c'est quoi passer à l'action? Comprendre à peu près ce que c'est. Ensuite, être capable de mesurer. Parce que sans mesure, il n'y a pas de progrès. Et ensuite, être capable, du coup, de délivrer cet impact dans l'économie, sur les sociétés dans lesquelles elles investissent. Alors, Thomas Friedlander, justement, et Bertrand, on en parlera, vous êtes les acteurs, vous mettez en pratique. Quelle définition vous mettez-vous derrière cette finance? Est-ce que vous avez une vision restrictive, comme on vient de le voir, ou est-ce que vous avez une vision beaucoup plus extensive, voire, j'allais dire, totalisante, globalisante, d'une bascule, un nouveau paradigme? Est-ce qu'on va vers un nouveau paradigme de la finance, Thomas? Alors non, c'est pas un nouveau paradigme, mais je crois que tout ça, on peut l'englober dans, on va dire, la nécessité d'envisager la finance comme finalement capter l'épargne mondiale et l'investir sur le long terme. Et en fait, on croit beaucoup chez Tikehau depuis le départ de la genèse de la société dans l'investissement de long terme. Je crois que c'est assez évident de constater que finalement la crise de la Covid met en exergue l'incroyable vulnérabilité d'un modèle de croissance qui est basé sur de la croissance à court terme. Et beaucoup de leviers, beaucoup de croissance à court terme, des valorisations très élevées pour justifier une croissance très élevée, des résultats très optimisés pour justifier des valorisations élevées, pour valoriser des niveaux de dette très élevés. On voit bien que ça c'est extraordinairement fragile quand la croissance vient être coupée finalement par un événement que personne n'attendait. Quand on envisage ça sur le long terme, c'est-à-dire l'apport de capital patient, de financement patient, on est, je dirais, ESG by design. C'est-à-dire qu'on se préoccupe forcément de la gouvernance des sociétés avec lesquelles qu'on accompagne sur le long terme. On se préoccupe forcément du risque réputationnel, du risque opérationnel, dont le risque environnemental ou social ou sociétal fait partie. Et donc, je dirais, moi, j'engloberais ça dans un besoin clairement de positionner la finance non pas comme un ennemi potentiel des gouvernements comme les banques ont pu l'être, ou en tout cas identifiées comme telles en 2007, parce qu'elles ont dû justifier des pertes qui étaient très difficilement explicables au grand public ou à la sphère publique parce qu'elles ne touchaient pas concrètement ce pourquoi une banque, en tout cas la perception de la fonction d'une banque. Son utilité était un peu dans une économie parallèle. Et c'est ce qui guette peut-être l'asset management à un certain moment si on ne fait pas attention, si c'est un jour l'asset management doit expliquer des pertes très importantes parce qu'il y avait trop de leviers, parce qu'il y avait trop de trading à court terme, parce qu'il y avait trop de choses très compliquées. C'est assez simple finalement, ce qu'on fait, c'est déployer du capital sur le long terme et en cela, on se positionne comme un allié des gouvernements parce qu'il y a un enjeu social très fort. Cet enjeu social, c'est que dans l'Union européenne pré-Brexit, un tiers des emplois, un tiers du PIB se concentrent sur les entreprises de taille moyenne qui, elles, ont plus de mal à se financer, n'ont pas accès aux banques centrales et ont plus de mal à se financer auprès des banques que les grandes entreprises. Donc il y a aussi un enjeu politique et social à faire en sorte que cette économie réelle soit financée correctement. À revaloriser la noblesse du métier de financement, qui est un des plus vieux métiers du monde. Alors, avec Bertrand Poupart-Lafarge, peut-être, est-ce qu'il y a une spécificité d'AXA en particulier et du monde de l'assurance par rapport à ce que vient de dire Thomas? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes ESG by design? Alors, oui, on est ESG by design. Oui, on a une spécialité aussi. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Thomas. En fait, il n'y a pas un changement drastique entre hier et aujourd'hui. La prise de conscience de la finance sur ces sujets-là, elle ne date pas d'hier. Il y a effectivement une forte accélération
d'accélération en ce moment, parce qu'il y a une sensibilisation de plus en plus forte aux sujets environnementaux en particulier, mais ça fait longtemps qu'on a pris conscience de cette responsabilité, d'une part en tant qu'assureur, parce qu'on assure des risques qui sont de plus en plus importants en fonction de dérèglements climatiques, et puis on a aussi la responsabilité de gérer l'épargne pour nos clients, pour nos assurés qui nous confient cette épargne et qui attendent quelque chose de plus que de la performance. Donc c'est des choses qu'on a mis en œuvre depuis longtemps. Alors à l'origine essentiellement par des sujets d'exclusion, comme le charbon, comme le tabac, comme les armes controversées. Et puis on est passé à l'ESG. Et l'ESG, quand on dit par design, alors tout dépend ce qu'on appelle par design, mais en tout cas aujourd'hui, l'offre d'épargne chez AXA France, elle est 100% ESG. Donc si on ne veut pas d'ESG, on ne peut pas venir chez AXA France. C'est plus un choix, c'est juste ça fait partie de l'offre à 100%. Et puis, au-delà de l'ESG, on a aussi une responsabilité dans la société et on le voit en particulier en ce moment sur tous les sujets de relance de l'économie post-Covid sur lesquels on considère qu'en tant qu'AXA, en tant que société, on a un rôle à jouer et on a été un des plus gros contributeurs aux efforts liés à la relance. Fanny Picard, dans ce débat sur la finance à impact, on voit bien, on est au cœur du financement de l'économie, des entreprises, des actions, on espère positif pour la planète. Il y a deux images quand on pense à la finance. On peut penser à la baleine, on finance des grosses entreprises, des grands géants internationaux, des multinationales. C'est souvent là qu'on retrouve ces problématiques de bonne ou de mauvaise finance, avec des OPA qui n'ont pas toujours bonne presse. Et puis il y a l'image du banc de poissons, c'est-à-dire on peut imaginer de financer des petites actions qui, d'une certaine façon, le petit ruisseau devient rivière et devient la mer. Et donc, est-ce que dans cette finance à impact, on peut arriver finalement à réconcilier ces deux approches et faire la part des choses dans l'orientation de l'épargne des gens pour diversifier leurs risques, d'aller chercher du rendement dans des tout petits projets, mais qui vont changer le monde. Et puis s'il y a beaucoup de ces petits projets, je pense, ça va du réparateur de vélo, enfin on parle beaucoup de l'obsolescence programmée, jusqu'à des objectifs sociaux. Est-ce que cette prise en compte est en train de se faire dans le monde de la finance ? Ah oui, je crois que, comme viennent de le dire de précédents intervenants, il y a une accélération très forte. Je pense qu'on pourra dire, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, que 2020 a été un point de basculement dans ce chemin vers une prise de conscience des acteurs de la finance, des gestionnaires d'actifs, vers ce besoin d'intégrer leur rôle politique, finalement, leur responsabilité vis-à-vis de la planète, vis-à-vis des populations, et que c'est en train de se mettre en place de façon assez rapide, peut-être pas encore suffisamment rapide au regard des enjeux qui sont les nôtres, notamment d'un point de vue environnemental, mais ce mouvement est à l'œuvre et il est assez impressionnant. Pour le moment, je ne sais pas si c'était le sens de la différence entre les baleines et le banc de petits poissons. Pour le moment, les structures les plus engagées, les plus actives sont encore celles qu'évoquait Thierry Déaut tout à l'heure, c'est-à-dire des petites structures qui investissent dans des petits projets. Donc ça reste anecdotique, ça ne passe pas à l'échelle. Voilà, je crois qu'on peut dire que ça reste anecdotique, à part quelques initiatives comme celle de Tikeo qui a levé un fonds d'1 milliard d'euros pour investir dans l'impact, et puis des fonds de fonds chez AXA qui sont très impressionnants. Meridiam, vous avez également des investissements en infrastructures très significatifs dans leur impact environnemental. Donc il y a quand même quelques initiatives qui sont majeures, mais aujourd'hui, un classement a été fait qui a été dévoilé par Morningstar récemment, qui indique que les fonds répondant à l'article 9 du règlement SFDR qui est mis en place, en vigueur, qui est entré en vigueur en mars dernier, seulement 3,6% des fonds ou des produits financiers aujourd'hui sont dans la catégorie 9, c'est-à-dire investissent dans des activités à impact positif, pour simplifier. Donc oui, on peut dire que ça reste anecdotique, mais le mouvement est en marche. Le basculement c'est passé, je pense, cette année. Je vois autour de moi des hedge funds qui étaient très réactifs encore il y a peu, se mettre à intégrer des paramètres d'impact dans leurs décisions d'allocation. On peut se satisfaire de l'évolution, même s'il faudrait qu'elle soit encore plus rapide.
Alors tout à l'heure, on avait Lucie Pinson qui représente Reclaim Finance, qui n'était pas tout à fait sur votre ligne, qui dit pour l'instant, les grands investisseurs continuent à voter avec leurs pieds. Thierry Déaut, dans ce débat entre les lettres de BlackRock qui incitent toutes les entreprises à sauver la planète et la réalité de ce qui se passe, il va y avoir les assemblées générales des entreprises avec des votes sur des résolutions RSE qui commencent à arriver. Comment vous voyez parce que parler de cette bascule dans les esprits, oui, mais en acte, pas encore. Déjà, j'aimerais un peu préciser quelque chose, parce que le mouvement ESG, qui est en fait un mouvement de prise de conscience de la responsabilité des acteurs financiers comme des acteurs économiques, parce que les acteurs financiers ne peuvent pas faire de l'ESG sans passer par finalement les acteurs de terrain économiques. Elle date d'assez longtemps. Et on est plutôt dans une démarche de finalement, c'est le fameux do no significant harm de la Commission. Quand on parle impact, on est quand même dans une démarche plus transformationnelle. C'est un pas en plus, c'est-à-dire qu'on a une intentionnalité, on a des objectifs très précis par rapport à ce qu'on apporte en plus, au-delà de ne pas détruire l'environnement, la biodiversité, les emplois ou autres. Donc il y a quand même, et c'est cette marche qui est peut-être encore pas suffisante, mais la première marche, je pense que l'ensemble, une grande majorité, voire plus que ça, est déjà engagée là-dedans. Donc il y a beaucoup de grosses institutions, notamment pas forcément françaises, qui jouent un peu de cette nuance et donc qui font semblant d'être sur la marche du dessus alors qu'ils sont encore sur la marche du dessous. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'impact washing. Et donc après, on peut écrire beaucoup de lettres à des entreprises, mais d'abord, faut commencer par soi-même parce que l'exemplarité est importante. Et puis alors, je ne vais pas critiquer des acteurs, mais d'un point de vue personnel, ça m'est arrivé de recevoir des prospectus pour clients, retail de certains de ces acteurs. Quand on cherche la politique ESG, il n'y a pas grand-chose. Je ne parle pas d'AXA, mais je parle des gens dont vous parliez tout à l'heure. Et il n'y a pas grand-chose. Donc c'est bien d'écrire des lettres aux CEO des grandes entreprises pour leur dire ce qu'il faut faire, mais il faut d'abord commencer par soi-même. Donc s'appliquer ses propres règles dans ses produits. Voilà. Alors, merci de cette intervention parce que ça me permettait, je voulais en parler, Bertrand Poupart-Lafarge, bon, vous n'êtes pas concerné, mais comment est-ce que justement vous faites la démonstration? On a intitulé notre forum Le temps des preuves. Est-ce que vous êtes interrogé et qu'est-ce que vous répondez quand vous êtes éventuellement critiqué sur la réalité de la promesse? Alors, la réalité de la promesse, on essaye d'avoir des promesses qui sont extrêmement claires. Donc, on parlait tout à l'heure le fait que l'ensemble de l'épargne, de l'offre épargne chez AXA France aujourd'hui est libellé. ESG. Épargne citoyenne et donc ESG. On a pris également l'engagement d'investir 25 milliards pour le climat. Et dans ces 25 milliards, ce n'est pas uniquement un sujet de distribuer les bons points et les cartons rouges, c'est également, on a une responsabilité pour encourager les sociétés qui veulent aller dans cette transition énergétique. Et donc, on finance également des projets de transition qui aident des sociétés qui étaient pas forcément tout à fait vertueuses en termes de climat à le devenir et à changer et à faire cette transition. Et c'est une responsabilité qui me semble assez importante. Et la finance, on n'est pas uniquement sur le banc de touche à vouloir dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais on rentre sur le terrain et on accompagne les sociétés qui veulent faire mieux dans cette démarche-là. Thomas Berger, peut-être sur ce point, parce que vous avez levé, on l'a dit, des fonds assez importants. Est-ce que c'est plus facile de labelliser, si je puis dire, un fonds en disant il est impact ou il est climat, et l'argent arrive parce que les gens se disent il faut bien que j'arrive il faut que je fasse la démonstration que dans mon portefeuille j'en ai, donc je mets un ticket chez Tikeo par exemple, ou chez d'autres acteurs qui annoncent cela, ou est-ce que c'est un mouvement plus profond et comment vous-même, vous faites la démonstration que derrière, il y a du résultat?
Non, c'est plus profond pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre mondiaux, les grands institutionnels, qu'ils soient fonds de pension, fonds souverains, assureurs, sont des gens qui doivent des comptes aux gens pour qui ils gèrent de l'argent. Et donc, les exigences de ces investisseurs-là en termes de reporting sont extrêmement précises. Même aux États-Unis, où on pourrait penser qu'après 4 ans de Donald Trump, les États-Unis sont très en retard là-dessus. C'est clairement pas le cas. Les fonds de pension américains sont très sophistiqués dans la manière dont ils abordent l'impact et dont ils vérifient. De Paris. Exactement. Ensuite, bon, voilà, nous on est une société cotée, donc si on fait pas ce qu'on dit, on va être puni assez rapidement. Et je pense qu'il y a une des vertus, il y a aussi des points négatifs, mais des réseaux sociaux et du fait que tout se sait, tout sort, etc. C'est que quand on fait pas ce qu'on dit, on est puni assez rapidement. C'est facteur de volatilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pense que les critères extra-financiers sont aussi générateurs de performance financière. Mais on sera puni financièrement, on sera puni par nos investisseurs, mais on sera aussi puni par nos employés. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, on a une moyenne d'âge assez jeune, et on a des gens qui nous disent, attention, là, si vous dites ça, il faut vraiment qu'on le fasse, et puis il faut qu'on le fasse aussi pour nous, donc, comme le disait Thierry. Donc je pense que ça, c'est important. Et après, dans l'aspect plus ou moins dogmatique, on va dire, de la critique qu'on peut recevoir et qui est toujours constructive, il ne faut pas, à mon avis, séparer l'aspect financier de l'aspect extra-financier. C'est les deux faces d'une même pièce. Si on les sépare et si on est radicaux là-dessus, c'est le meilleur moyen pour que l'impact ne soit qu'une petite activité anecdotique. Ça reste un effet de mode au lieu de basculer comme ouais. Et ça, on le voit déjà. Alors, c'est très palpable dans nos activités de dette privée, par exemple, clairement. Donc, nous, on a nos propres critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ou nos critères d'impact dans nos fonds impact. On voit que les sociétés qui ne correspondent pas à nos critères ont déjà accès à des pools de capitaux plus restreints, donc un coût du capital plus élevé, donc sont punis financièrement sur le long terme. Et donc, pour être un peu provocateur, je vous dirais que probablement la meilleure mesure impact d'un portefeuille sur le long terme, c'est de regarder sa performance financière. D'une certaine façon, j'employais cette expression quand je préparais avec vous ce débat, est-ce que la bonne finance est en train de chasser la mauvaise, pour paraphraser la fameuse loi de Gresham à l'envers ? Est-ce que c'est votre sentiment et à quel rythme est-ce qu'on peut imaginer que ça prenne Vous savez, moi, je suis pas très manichéen, les bons, les mauvais, les cow-boys, les indiens, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais je pense en revanche que ce qui est très important, c'est d'arriver à faire, et ça, c'est une responsabilité générale, et le partenariat public-privé là-dessus est très important. Et je suis assez content que dans la crise de la Covid, pas seulement en France, mais en Europe et même dans le monde, on est arrivé à développer avec les différents gouvernements, les différentes sphères publiques des dialogues extrêmement constructifs là-dessus. L'important, c'est d'arriver à router l'épargne vers le financement de l'économie réelle, vers le financement de la transition énergétique. Tout ça, ça va de pair, hein. Si vous prenez la transition énergétique, c'était un secteur avant la crise de la Covid en croissance, avec une connotation très positive, etc. Quand vous regardez aujourd'hui, si on a moins de mondialisation, si on a moins de globalisation, les entreprises vont devoir rapatrier des usines, des supply chains, des hommes. Ça va leur coûter plus cher en coût du travail. Un très bon moyen de faire des économies, c'est de faire des économies sur leur facture d'énergie. La technologie, elle existe aujourd'hui. L'efficience énergétique des bâtiments, les transports bas carbone, production d'énergie renouvelable, ça existe, c'est possible. Et donc, ça met la transition énergétique au cœur de la relance économique post-Covid. Pour que ces entreprises-là, malgré le fait qu'elles vont rapatrier des actifs et qu'elles seront moins optimisées qu'avant, restent compétitives. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas séparer les deux. Thierry Déaut, en fait, le sujet qui est posé, c'est celui aussi du rôle des États. L'Europe est en train de proposer une directive extra-financière, donc la place de Paris s'en est saisie. Qu'est-ce que ça peut changer ? Quel peut être le rôle de cette nouvelle réglementation ? Et quel peut être le rôle, ils seront là cet après-midi, de l'AMF, qui est quand même la police superviseur, pour s'assurer que ce qui est dit, là aussi, est mis en place ? Alors c'est un rôle très important et pour reprendre les propos d'avant, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une co-construction. Parce que l'Europe, normalement, avant d'émettre un règlement, a quand même une phase de consultation. Alors, ça va toujours un peu trop vite, mais il y a quand même une co-construction avec les acteurs, entreprises ou financiers de la place et des places européennes. Donc ça, c'est important. Donc,
une réglementation, elle est nécessaire à terme pour justement séparer un peu le bon du mauvais. Hein. Donc on parlait des fonds, la nouvelle réglementation SFDR qui dit est-ce que vous êtes article 8, article 9, 1, 2, 3. Article 9, 1, 2, 3, c'est des niveaux de mesure de votre performance et d'engagement sur certains critères, qu'ils soient environnementaux ou autres, hein, ou sociaux ou extra-financiers purement. C'est très très clair. Donc on pourra in fine voir les engagements et la mesure des engagements pour ceux qui sont dans cette catégorie. Et pour l'instant, ce que disait Fanny, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans l'article 8. Qui est l'ESG. L'ESG, c'est le minimum syndical, en fait. Donc, désolé de dire ça, mais... en fait, ça va aider les Oxfam et les Reclaim Finance. Voilà. Si on n'est pas 100% ESG, on est hors jeu. Voilà, c'est pour ça qu'AXA est 100% ESG, parce que sinon, on est hors jeu. Mais c'est le minimum syndical. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de plus par rapport au sujet de transition, par rapport au sujet de transition juste, parce qu'il y a aussi des aspects sociaux, économiques autour de tout ça. Il y a une directive sur le devoir de vigilance, par exemple, qui est en train d'arriver donc, aussi, avec des textes qui vont mettre une forme de judiciarisation de l'impact ou du non-impact. Ou en tout cas, une régulation pour que les choses soient claires et qu'il y ait une transparence, parce que le sujet de la donnée qui va permettre tout ça va devenir très important. Et qui aura accès à cette donnée et comment les entreprises vont être notées, qui va les noter finalement. L'accès à la donnée est très important. Donc, et c'est pour ça qu'à terme, le sujet de la donnée et de la norme finale va devenir assez central. D'abord pour notre compétitivité par rapport aux autres acteurs américains ou asiatiques ou même anglais, parce qu'ils ne sont plus dans l'Union européenne. Et ça, on voit bien quand même que dans notre conception française et européenne de ce que c'est que l'impact, de ce que c'est que l'ESG, on n'est pas totalement aligné avec nos petits camarades américains. Alors. Donc il y a une petite bataille réglementaire qu'il faut absolument gagner. C'est un sujet de souveraineté pour l'Europe. Thierry Léaud est très très prudent. C'est une grande bataille réglementaire, parce qu'on en a déjà perdu une. C'est technique, c'était les fameux IFRS financiers. Fanny Picard, est-ce qu'il faut qu'on gagne et comment on peut gagner la bataille des IFRS entre guillemets extra-financiers? Alors, si vous me permettez, je voudrais quand même préciser une chose. Bien sûr. Au regard de tout ce qu'on a dit précédemment, un mouvement est en marche au sein des gestionnaires d'actifs. Il n'est pas suffisamment rapide par rapport à ce qu'il faudrait. Je voudrais juste quantifier les choses, même si je crois que nous avons aujourd'hui dans ce panel des représentants d'institutions qui sont tout à fait pionnières et particulièrement impressionnantes de ce point de vue. Aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire de dérèglement climatique de l'ordre de 3,5 à 4 degrés. Et si on veut rester dans l'épure des accords de Paris, il faut diminuer par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans. Lucie Pinson a cité le rapport de l'AIE qui a dit qu'il faut arrêter toute nouvelle production de carbone. Et ça, c'est pas forcément... Aujourd'hui. Il n'est pas forcément simple de comprendre que c'est une rupture majeure, parce que l'AIE avait traditionnellement toujours continué de soutenir les producteurs d'énergie fossile, et ça, c'est vraiment un basculement, là aussi. Donc, on est face à des enjeux absolument colossaux quant aux conditions de vie et même à la survie de l'humanité. Et il ne faut pas se leurrer, le temps est extrêmement court. Vous le dites souvent chez Tikeo. On a 10 ans pour changer complètement l'équation. Il faut diviser par 2 nos émissions. Pendant cette crise sanitaire, elles ont baissé de 6%. Et bien ça, il faut continuer de le faire quasiment à ce rythme-là pendant les 10 prochaines années. Et sans que l'économie s'arrête quasiment à l'échelle mondiale. Et pour ça, il faut modifier complètement nos consommations, nos manières de procéder, nos ressources énergétiques. Et donc, la finance a un rôle majeur. Donc, ces critères extra-financiers, c'est très important. Aux côtés des États. Et donc, ces critères extra-financiers, merci de me ramener à la question de départ, sont extrêmement importants. Ils sont extrêmement importants et ils sont importants dans ce... Ils permettront de vérifier. Dans cette confrontation avec
les structures qui émettent les indices ou qui peuvent produire des normes aux États-Unis. Aujourd'hui, tous les grands indices de référence pour nos produits financiers sont produits par des organisations anglo-saxonnes. Et nous, il faut que nous défendions notre culture et notamment dans les enjeux sociaux. Le B Corp qui est en train de devenir une des normes de référence pour les entreprises plus particulièrement responsables, c'est un référentiel qui est très intéressant, mais qui, d'un point de vue social, est tout à fait dépourvu par rapport à notre culture. Donc, il y a un enjeu majeur pour l'Europe de défendre sa culture, notamment sur les enjeux sociaux. Bertrand Poupart, la fâche sur ce point, à la fois les critères et sur, on peut faire juste le lien avec les B Corp ou les sociétés à mission. C'est-à-dire, est-ce que pour vous, ça devient un critère d'investissement ? Oui, alors, deux petits commentaires. Le premier, en effet, il y a un caractère d'urgence. Et donc, le fait d'investir et d'avoir une politique impact, il faut effectivement qu'il y ait un impact et il faut qu'il y ait un impact à court terme. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les normes et le fait d'harmoniser toutes ces normes, c'est quelque chose d'important. Mais en tant qu'investisseur, on ne peut pas attendre que ces normes soient harmonisées pour se lancer. Donc, on a pris nos propres critères, comme beaucoup ont pris leurs propres critères, parce qu'il faut avancer rapidement. Et donc ça, c'est le premier point. Au risque d'un manque de clarté pour le grand public. Oui, au risque d'un manque de clarté, mais le grand public, il ne comprendrait pas qu'on lui dise on attend qu'il y ait une harmonisation des règles pour commencer à bouger. De toute façon, ce qu'on fait et ce que tout le monde fait, à chaque fois qu'on bouge, on bouge dans le bon sens. C'est assez facile de savoir si on va dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Après, la façon dont on le reporte, c'est autre chose. Et il faut cette harmonisation, mais on n'a pas forcément le temps d'attendre avant de commencer à agir. Le second point, c'est que finalement, on est tous dans le même bateau, et en tout cas sur la même planète, et donc il n'y a pas de compétition particulière. En fait, ce qu'on fait de bien et ce que les autres font de bien, c'est bien pour tout le monde. Et donc sur ce sujet-là, on est tout à fait ouvert à partager ce qu'on fait, on s'inspire des autres et on espère que d'autres s'inspirent de nous, mais on est vraiment sur la même planète, dans le même bateau et avec des objectifs partagés. Thomas Friedberger, la finance est là pour exprimer la valeur des choses. Et si on parle de finance à impact, c'est une certaine façon de dire il y a une valeur aujourd'hui beaucoup plus importante au fait il n'y a pas de planète B, voilà, donc il faut le faire. En même temps, il y a des effets de la même finance qui ne sont pas forcément anticipés ou vus au départ. Je prends l'exemple du charbon. Aujourd'hui, en gros, le charbon ne vaut rien, puisqu'on explique qu'il faut en sortir. Mais donc, si moi, je suis un investisseur avisé, est-ce que je n'ai pas intérêt à acheter une centrale à charbon, qui va donc avoir un rendement très élevé, tant qu'on continuera, en Chine ou dans les pays de l'Est, par exemple, de l'Europe, à faire de l'énergie au charbon? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une solution au problème de la planète, du coup ? Oui, alors il y en a une, je vais revenir sur votre point sur le charbon, parce que c'est intéressant, mais il y en a une, et le message, je pense, qu'on peut collectivement, peut-être qu'on voyait, c'est qu'il y a un challenge très fort, effectivement, il faut que ça se passe sur les 10 prochaines années, mais c'est possible. Et c'est possible, et ça ne pourra pas se faire sans la finance. Parce que si vous prenez l'Agence internationale de l'énergie, donc effectivement la publication hier de leur rapport fait l'effet d'une petite bombe. C'est une avancée majeure, moi je pense, ce rapport. Mais l'Agence internationale pour l'énergie avait déjà publié les années précédentes des chiffres qui disent que si on veut atteindre les objectifs fixés par les accords de Paris, il faut investir dans la transition énergétique environ 700 milliards de dollars par an sur les 10 prochaines années. 700 milliards de dollars par an sur les 10 prochaines années, donc 7 000 milliards de dollars sur 10 ans, c'est un peu moins de 10% des encours gérés dans le monde, du stock d'épargne dans le monde géré par les asset managers. Donc, est-ce que c'est compliqué à faire? Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, clairement. Et en plus, ce stock-là augmente. Il augmente en gros de 5 trilliards par an. Et donc finalement, c'est 12% chaque année de l'augmentation du stock d'épargne dans le monde qu'il faut investir dans la transition énergétique. C'est en train de se passer en l'occurrence. Donc c'est relativement optimiste. Alors sur le charbon, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un peu des considérations cornéliennes qu'on a chez nous sur le fait que finalement, l'exclusion, est-ce que c'est utile ou est-ce que ça ne l'est pas et est-ce que ce n'est pas une forme d'échec finalement d'exclure un maximum de choses? Est-ce que ce n'est pas finalement le constat que j'exclus parce que je ne sais pas analyser et je ne sais pas avoir un impact sur les choses qui peuvent avoir une progression positive?
J'ai pas la réponse à cette question-là, mais c'est sûr que le charbon, quand vous prenez le mix énergétique mondial aujourd'hui, et le charbon c'est 40% à peu près, ça n'a jamais été aussi élevé. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des gens qui achètent des actifs charbon qui valent zéro, qui les font produire au maximum, jusqu'à ce qu'on leur interdise de faire ça. On n'a jamais autant pollué que pendant les confinements. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement investir massivement dans le charbon pour l'aider pour lui fournir le capital nécessaire à faire sa transition énergétique? Peut-être. En l'occurrence, il y a probablement d'autres solutions. Bon, nous, on a choisi d'exclure le charbon comme beaucoup, je pense. Mais la question se pose. Au risque de vous priver de certaines opportunités. Oui, mais il faut pas être dogmatique là-dessus. Il faut analyser rationnellement la situation. Il faut regarder. Il y a des gens qui investissent dans des actifs charbon pour les aider à se convertir. Ça a aussi son intérêt. Voilà, nous, on a fait le choix d'exclure. On exclut d'autres choses d'ailleurs aussi. Mais je dis juste attention sur l'exclusion systématique de beaucoup de choses. Il vaut mieux analyser, essayer d'avoir un impact en investissant dans la progression, dans la reconversion d'actifs dans une économie post-Covid. Il y a beaucoup d'opportunités dans la reconversion d'actifs, pas seulement sur des sujets environnementaux. Mais en tenant compte de la réalité aussi, voilà, parce que Exactement. ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Thierry Déaut, alors une question qui n'est pas pour le représentant de Paris Europlace, mais le patron de Meridiam. Elle n'est pas sur Suez en particulier, mais elle est sur l'opportunité d'investir aujourd'hui dans l'environnement. Vous faites un très gros investissement de long terme dans une entreprise qui est dans ces métiers de l'eau, des déchets, et ce sont des métiers d'avenir. En tout cas, si on en croit que la transition écologique est en train d'avoir lieu. Vous considérez que ce sont des investissements finalement aujourd'hui qui vont devenir de plus en plus importants dans la masse globale des investissements? Est-ce que ça va prendre une proportion avec le Green Deal, avec tous les investissements aussi publics qui vont les accompagner? Ça va être demain l'essentiel finalement des financements qui vont se diriger dans ces métiers-là. Bon, en tout cas, c'est notre objectif, mais on le fait depuis la COP21, depuis 6 ou 7 ans, puisqu'on avait lancé un fonds de transition énergétique à l'époque. Et donc, je pense que la prise de conscience a été à ce moment-là pour beaucoup d'investisseurs, puisque ce fonds avait été d'ailleurs sponsorisé par l'ensemble des assureurs français qui avaient compris, y compris AXA, qui voulaient agir dans la transition écologique et qui nous avaient approchés en 2015 pour dire, au moment de la préparation de la COP, voilà, on veut faire quelque chose, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tous les modèles économiques finalement attachés à la transition et qu'il fallait un peu défricher. Donc je suis persuadé aujourd'hui en effet qu'avec le Green Deal, qu'avec les orientations, l'essentiel des investissements ira dans cette direction. Notamment parce que la réglementation va suivre. Ensuite, sans trop compliquer les choses, je crois aussi que d'un point de vue prudentiel, à un moment donné, il va falloir que les organes de contrôle, finalement, récompensent ceux qui investissent dans des choses qui sont de cette transition énergétique. Typiquement, AXA, pour ne faire la pub que des gens qui mesurent la température de ses portefeuilles, quand la température est bonne, ce serait peut-être bien que, finalement, en coût de capital, ça lui coûte moins cher. Bon, donc là, c'est une démarche engagée, mais il faudra pouvoir finalement récompenser et donner des incitations aux investisseurs qui vont massivement dans ce type d'investissement, mais on n'est pas arrivé au bout, donc il faut arriver au bout de la chaîne et dérouler à la fois le cadre réglementaire, le cadre prudentiel, pour que vraiment, in fine, de façon assez indirecte, le coût du carbone se retrouve dans les bilans des investisseurs. Peut-être, Bertrand, vous parlez sur ces questions-là, sur le coût en capital, effectivement, et sur les stress tests climatiques. Ce serait une excellente idée. Ça serait une excellente idée. Aujourd'hui, effectivement, le coût en capital n'est pas lié à la vertu des investissements, mais à des critères purement financiers. Alors, la Banque Centrale Européenne commence à réfléchir à mettre en place une politique européenne verte. On en parlera ce soir avec le gouverneur de la Banque de France. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas carrément que les autorités prudentielles, effectivement, changent les règles du jeu?
Alors, je ne vais pas me prononcer sur ce que devraient faire les autorités prudentielles. Aujourd'hui, nous, on a une conviction assez forte sur le sujet. Alors, on a une conviction parce qu'on est investisseur, et puis on a une conviction aussi parce qu'on est assureur. Et donc, on voit aussi les dégâts que font les dérèglements climatiques sur la partie assurance. Donc, de toute façon, on est extrêmement sensibilisé. Et ensuite, il y a est-ce que le régulateur devrait inciter, sanctionner ou récompenser ceux qui ont des comportements positifs? En tout état de cause, on a nos clients qui, eux, nous incitent à le faire et ils ont une attente assez forte parce qu'il y a une conscience de la population qui est de plus en plus importante, alors que ce soit la population en général, mais également les épargnants. Et puis, il y a nos salariés aussi qui attendent à ce qu'on bouge sur ces sujets-là. Donc, on a un alignement de planète qui est parfait. Alors, c'est vrai sur le climat, même si c'est évidemment, on l'a expliqué, pour plein de raisons très compliquées, mais il y a des sujets sur lesquels c'est plus simple. Regardez la santé. Vous parliez, vous êtes assureur, y compris dans la santé, vous n'investissez plus dans des groupes de tabac, forcément, parce que vous êtes ESG, et vous voyez les groupes de tabac qui disent, j'entendais un grand, donc je ne fais pas de publicité ayant arrêté de fumer, mais un grand groupe du monde du tabac qui vient de dire, on ne vendra plus de cigarettes tel qu'on les... Donc ils sont obligés de changer le modèle et de vendre. Alors ils essaient de nous vendre autre chose. C'est pas forcément tout à fait meilleur, ça on ne sait pas, on aura le débat, mais en tout cas ça les a fait bouger. Est-ce que c'est ça, c'est Fanny Picard, peut-être pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de ce débat qui était passionnant et je voulais vous remercier. Est-ce qu'on est finalement à ce moment aussi de bascule, des changements de comportement finalement, c'est la globalité du système qui est en train de bouger au travers aussi de l'impact. C'est-à-dire les consommateurs, les entreprises, les produits, l'innovation. Ah oui, absolument. Je pense que, comme vous le disiez, Monsieur Poupin-Lafarge, l'opinion publique, c'est-à-dire à la fois les salariés et les consommateurs, attendent cette évolution et les entreprises sont en train de faire évoluer leur modèle de sorte à s'abstenir de toute, ce que j'appelais tout à l'heure, externalité négative. Et vous vendre un produit qui augmente votre risque de cancer dans des proportions absolument considérables, eh bien c'est évidemment absolument catastrophique. Donc ça, les entreprises qui continuent de le faire seront sanctionnées et il y aura émergence en parallèle de nouveaux venus, de nouveaux acteurs qui prendront leur place dans une économie de substitution. Et c'est, pour donner un message d'espoir, la raison pour laquelle je pense que cette transition écologique, cette transition sociale ne s'accompagne pas nécessairement d'une décroissance. Elles peuvent tout à fait s'accompagner d'une croissance portée par ces produits ou ces services de substitution. Et on aura besoin des financiers pour permettre le développement, l'innovation et le déploiement de ces produits et services de substitution. Thomas, on va laisser à l'économiste aussi que vous êtes conclure sur ce débat finalement. Ça crée de la richesse potentiellement, cette économie à impact, elle peut nous éviter le spectre de la décroissance. Ouais, en une minute pour conclure. C'est très important. C'est-à-dire qu'on a le choix aujourd'hui entre un modèle de croissance non durable, un modèle de croissance durable sur le plus long terme et la décroissance. La décroissance, on voit que ça ne marche pas. On a demandé à l'humanité de rester chez elle. Il y a 50% de l'humanité qui a été confinée je crois que c'était en avril dernier, et les émissions carbone l'année dernière n'ont baissé que de 6%. Donc la décroissance, c'est pas forcément c'est pas la solution dans un monde à 11 milliards d'habitants à horizon 2100. La croissance durable, ça c'est la solution. Et pour être profitable, la croissance devrait être durable. Il s'agit de mettre un prix sur les externalités, de mettre un prix sur les déchets, puisque le déchet, c'est quelque chose que vous produisez et que vous devez payer pour qu'on vous en débarrasse. C'est ça la définition d'un déchet. À partir du moment où on met le bon prix là-dessus, c'est ce que disait le livre du Club de Rome, ça date de 1972, qui prêche pour le rapport Meadows. Le rapport Meadows, exactement. C'est vers ça qu'il faut tendre, mais clairement, la solution, c'est pas la décroissance, c'est la croissance durable. Dans une planète dont les ressources ne sont pas infinies, on le sait. Oui. Donc il faut que la finance contribue à réorienter peut-être effectivement pour qu'elle devienne un ancien président de la République qui a dit qu'elle pouvait être sans visage et notre ennemi. On a vu que la finance peut avoir un visage et qu'elle peut, je ne sais pas si elle peut être notre amie, en tout cas elle peut contribuer à changer les choses. Merci de nous avoir écoutés. Je rends l'antenne.